je voudrais qu'on poursuive maintenant en étendant les résultats qu'on vient de rappeler pour le ressort à la situation finalement de la mécanique des solides, des structures, c'est-à-dire le cas tridimensionnel. Donc, nouvelle formulation, est-ce qu'on peut obtenir quelque chose d'équivalent à ceci avec les idées, les concepts que l'on vient de rappeler? Eh bien, je vais reprendre le même chemin, à savoir que si pour le ressort on a une énergie potentielle, 1,5 de kx2, dans le cas de l'élasticité, on va avoir 1,5 de... alors je suis obligé d'utiliser la trace, puisqu'on fait un produit là, de tenseur, un produit contracté, de k epsilon de nu, epsilon est l'équivalent du 1,5 de kx2. Et ça, c'est vraiment un point, c'est l'énergie stockée, élastique stockée. Mais si on veut ça sur toute la structure, et là, je le calcule, je somme sur toute la structure. Donc, l'énergie primale, l'énergie potentielle élastique. L'équivalent, évidemment, de l'énergie conjuguée, ou duale, 1,5 de F carré sur K, eh bien, c'est ici 1,5 de la somme, si on calcule toujours sur toute la structure, de la trace, de sigma K-1 sigma. Et alors, on peut pousser la démarche exactement comme on l'a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que, vous vous rappelez, on avait une fonction f de grand F et de x qui faisait intervenir la différence sigma moins k epsilon de u. Tout à l'heure, c'était f moins kx. Eh bien, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait construire une fonctionnelle psi de U et de sigma, tel que finalement on retrouve dans cette fonctionnelle le terme sigma moins k epsilon de U, et on le retrouve au carré pour avoir quelque chose de toujours positif. Et donc, là, ici, on est avec les tenseurs, donc, vous vous rappelez, j'avais multiplié par 1 sur k tout à l'heure, donc je multiplie par k moins 1, et je mets 2 fois sigma moins k epsilon de U. Alors, c'est la trace de tout ça, c'est toujours un produit tensoriel contracté, parce que cette quantité-là est scalaire, de la même façon qu'ici, une forme bilinéaire, avec les conditions qui conviennent, continue, définie, positive, coercée. Et puis, on veut ça pour toute la structure, le pont, la pièce, le moteur, que sais-je. Et donc, cette fonctionnelle a la particularité, comme je viens de le dire, d'être une forme définie positive. Donc, elle est égale très exactement à l'erreur en loi de comportement. Et on voit bien, comme tout à l'heure, que finalement, on a accès maintenant à une formulation du problème équivalente au problème général. On va donc dire, au lieu de trouver U avec 3 conditions, eh bien, le problème général de la mécanique des solides va s'exprimer en trouver sigma de m et U de m. Sigma statiquement admissible, U cinématiquement admissible, tel que psi soit minimal. Et si on trouve sigma et U tel que psi est minimal dans les sous-espaces de champs de déplacement cinématiquement admissibles et de champs de contraintes statiquement admissibles, eh bien c'est la solution exacte. La formulation est équivalente à celle-ci. Pour ça, évidemment, c'est très intéressant, mais ça ne s'arrête pas là, parce que l'intérêt principal, et on a vu tout à l'heure dans le cas du ressort, que l'on pouvait développer cette formulation. Eh bien, ici aussi, on peut développer cette formulation. Je ne le fais pas ici en détail, c'est un peu long parce qu'il faut s'occuper des termes mixtes avec le terme de Stokes et puis la loi de comportement pour les recombiner sur les deux frontières où on impose des déplacements et des densités sur facile de force. Donc, l'intérêt, c'est le résultat, puisque finalement, le résultat important, c'est de dire qu'on peut écrire psi de U et de sigma tel que ça soit tout le temps la somme d'une fonctionnelle J1 de U plus une fonctionnelle J2 de sigma. Alors ça, c'est très important,
puisqu'on voit qu'on peut écrire avec des variables séparées cette fonctionnelle générale. Et donc, la recherche du minimum de psi pour trouver la solution exacte, toujours cette solution exacte, et bien finalement, ça va pouvoir être écrit dans la recherche d'une solution minimisant J1 de U, et puis d'une minimisation de J2 de sigma de façon indépendante. On peut même dire qu'on peut minimiser J1 de U, on trouve la solution exacte, et par la loi de comportement, on trouve la contrainte. Ou inversement, on peut minimiser J2 de sigma, on trouve la solution exacte, et par la loi de comportement, on retrouve U. Eh bien, ces deux quantités, ces deux minimisations, si je minimise J1 de U, ça s'appelle le théorème de l'énergie potentielle. On retombe sur, bien sûr, les deux grands théorèmes de la mécanique des structures. Minimiser J1 de U pour trouver la solution exacte, c'est le théorème de l'énergie potentielle, et minimiser J2 de sigma pour trouver la solution exacte en contrainte, c'est le théorème de l'énergie potentielle complémentaire, puisqu'on s'applique à l'énergie complémentaire. Alors, ces deux théorèmes sont fondamentaux parce que c'est à partir d'eux qu'on va greffer la recherche d'une solution approchée. Et là, on rentrera dans les éléments finis. Éléments finis en contrainte, éléments finis en déformation. Là, pour le moment, on n'est pas encore, on est toujours dans la formulation du problème exact. Avec néanmoins un résultat intéressant supplémentaire. Ce résultat intéressant supplémentaire, c'est un résultat d'encadrement qui a d'innombrables conséquences. Alors on peut l'écrire très très facilement. Ce résultat d'encadrement nous dit quoi? Bien d'abord, quand on a la solution exacte, j'appelle U souligné et sigma souligné la solution exacte. Dans ces cas-là, psi de U souligné, sigma souligné égale 0. Et donc pour la solution exacte, j'ai évidemment J1 de U souligné plus J2 de sigma souligné égale 0. Donc l'un est l'opposé de l'autre. J'ai donc forcément J1 de U souligné est égal à moins J2 de sigma souligné. Bon. Mais maintenant, que voyons-nous si je prends un champ U quelconque, quel que soit U, quel que soit U par définition du théorème de l'énergie potentielle, J1 de U va être plus grand ou égal à J1 de U souligné, puisque J1 de U souligné, c'est le plus petit. Donc, vous voyez que J1 de U est toujours plus grand que J1 de U souligné. Donc, je vais pouvoir mettre ici une inégalité avec J1 de U, quel que soit U. Et de la même façon, si je prends un champ de contrainte sigma, eh bien, J2 de sigma est toujours plus grand, supérieur ou égal à J2 de sigma souligné, par définition du théorème de minimisation. Et donc, vous voyez que, en passant avec le signe moins, je vais avoir moins J2 de sigma supérieur ou égal, moins J2 de sigma bar, supérieur ou égal à moins J2 de sigma. Donc finalement, le champ solution, les fonctionnels J1, J2, moins J2, sont encadrés par des champs quelconques, et on peut réduire cet encadrement le plus qu'on veut en fonction du choix intelligent de U et de sigma. Et on retrouve là les encadrements, par exemple dans les matériaux composites, les bornes de Reuss et Voigt, ou des bornes plus fines, la Shin-Strickland, etc., en choisissant correctement U et sigma. Si U est constant, on trouve les bornes habituelles, loi des mélanges, sigma constant, loi harmonique moyenne harmonique. Voilà, donc voilà comment on peut regarder la construction de quelque chose à partir du ressort qui donne naissance finalement aux grandes théories maintenant des éléments finis.